Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans la seconde partie de l'interview de Jean-Louis Fréchin sur Parlons Design. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous recommande bien évidemment de commencer par celle-ci. Dans cet épisode, Jean-Louis Fréchin va continuer de partager sa philosophie du design avec nous, mais il nous donnera également ses meilleurs conseils pour être un bon designer. Merci à Adobe d'avoir organisé cette rencontre. Merci à Jean-Louis d'avoir partagé sa passion pour le design avec nous. Bonne écoute de cette interview. Il faut mettre du numérique dans le design, mais pas réinventer une conception, parce que finalement, le mot design en anglais, il veut dire conception, alors qu'ici, chez nous, il veut plutôt dire création. Et ça change tout, quoi. Je pense qu'une direction, en effet, c'est ce dont, en tout cas, les jeunes, comme moi, comme mes amis de éthique, qui sont étudiants comme moi, c'est un peu ce qui nous manque. Quand on nous parle de design, quand on n'est pas dans le métier, on a du mal à comprendre, à voir son histoire. Par exemple, je le reprends, je le fais à chaque fois, mais tu peux faire de la purée avec la purée mousseline, donc il suffit de suivre le mode d'emploi. Ça, c'est le design thinking, c'est l'UX, c'est bon. Tu ouvres le sachet, tu le verses dans un bol, tu fais bouillir de l'eau chaude, tu mets l'eau chaude dans l'eau. Ça, c'est l'UX tel qu'elle est enseignée dans les recettes. Le projet de design, c'est plutôt option 1, un jeu de société, il y a quelques règles, et tu joues. Un Cluedo, une énigme à résoudre, voire un puzzle. Un puzzle, on connaît le résultat, c'est une image, mais la manière d'y arriver, il faut des stratégies pour y arriver. Ou ça peut être les échecs. Les échecs, tu connais pas la fin, tu sais pas qui va gagner. Le puzzle, tu connais toujours la fin. Et donc, le design, c'est un peu comme les échecs, c'est-à-dire c'est une sorte de jeu dont les règles sont connues. Il y a des développeurs, il y a du marketing, il y a un marché, il y a des utilisateurs. Et le résultat de la partie, il est un petit peu différent. C'est comme la purée. La purée des grands cuisiniers, la purée de nos mamans respectives, un peu de beurre, un peu de noix de muscade, bien battue, du lait, pas de lait. Elle est jamais pareille, elle est toujours aussi bonne, elle est pleine d'amour. C'est un art, c'est un projet, nourrir sa descendance. Ça peut être très utilitaire, ça peut être très amoureux. C'est ça le design, c'est faire les choses avec grâce et élégance pour essayer de rendre des gens heureux, en tout cas pas leur compliquer la vie plus qu'elle est déjà. Quand on fait des sites web pour l'État, c'est pas leur compliquer la vie, faire que la relation avec la communauté, le destin national, avec l'État, c'est-à-dire nous, on s'est mis ensemble pour vivre collectivement. Il faut que les outils qui parlent de ça soient à la hauteur de ce que c'est. Aujourd'hui, c'est toujours un peu la douleur, mais ça devrait être le point de contact des jeunes avec la République. Le point de contact des jeunes avec la République, il n'est pas super glamour. Alors, il ne s'agit pas de le transformer en Disneyland, mais de dire, voilà, tu es l'avenir du pays, on t'aime, on te respecte, on va t'aider, on va parier sur toi, on va trouver les moyens pour investir sur toi, etc. C'est ça les messages qu'on devrait envoyer. J'ai pas l'impression que ça se passe vraiment comme ça. Et le design peut aider. Hein. En toute chose, on peut mettre de l'élégance, de la grâce et de l'intelligence. Pas tout seul, avec d'autres, avec des super développeurs, des super chefs de projet, des gens qui ont une vision. Alors, dans l'État, ils ont toujours ce sens de l'intérêt général. Donc cette vision partagée, elle est très facile à créer. Et puis dans d'autres secteurs, c'est toujours différent, mais c'est pas très dur de créer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Einstein, il disait pour changer les hommes, il faut créer du désir, et pour créer du désir, il faut les faire rêver. Voilà, le programme, c'est ça le design. C'est faire rêver les gens. C'est une très belle définition. Merci beaucoup pour celle-ci. Le lien du livre, bien sûr, sera dans la description si les auditeurs veulent en savoir plus là-dessus. Tu parles également dans le livre de méthodes, comme tu me l'as dit. Comment ces méthodes-là, tu les appliques au quotidien avec nos designs dans les projets? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors, nous, la première des méthodes, c'est aussi ce que j'ai enseigné à mes étudiants, parce que j'enseigne ce que je fais, et je fais ce que j'enseigne, c'est sur 3 choses très simples. Capter les enjeux, définir des objectifs et concevoir une proposition. Enjeu, objectif, proposition, c'est-à-dire pourquoi ça existe, pourquoi on devrait faire cette chose-là, quelles sont les questions sur la table, à quoi ça va servir, et ensuite comment ça marche. C'est un peu toujours la même manière. Et on traduit ça
de manière opérationnelle avec des partenaires, des clients ou dans nos propres projets, en 2 grandes phases. Ce qu'on appelait le design de l'offre. Donc là, c'est les gens qui se posent la question, est-ce que je dois faire un pont, traverser la rivière, rester dans ma maison ou m'envoler? Donc le design de l'offre, c'est comment, avec l'approche du design, donc une approche visuelle, une approche multiculturelle, une approche multidisciplinaire, on aide à résoudre des questions de quelle chose produire, plutôt que de comment produire les choses. Et puis la deuxième partie, donc ça, le design de l'offre, c'est un peu la tête dans les étoiles. Et la deuxième partie, c'est les pieds dans la boue, c'est les pieds dans les problèmes. Il faut faire les choses. Alors, c'est pas un problème, c'est un bonheur, parce que nous, notre grande conviction dans cette méthode qu'on a appelée design commando, c'est que quand on fait les choses, on génère énormément d'accidents créatifs. Et il y a énormément d'innovation qui vient de la pratique du projet. Tu codes, tu fais une interface, tu te trompes dans un PNG, je sais pas pourquoi il y a un problème, il s'affiche, super glitch, bug, et en fait c'est super beau. Tu ne l'as pas conçu, tu n'as jamais imaginé l'image comme ça, mais c'est super intéressant. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est pas rationnel, donc tu le mets à la poubelle, ou c'est tellement beau, tu le gardes? La question se pose. Donc faire des choses, c'est très créatif, c'est très important. Mais dans Design Commando, on a aussi des approches qu'on a depuis très longtemps pour impliquer les gens. Quand j'ai commencé les CD-ROM, on faisait des frameworks, donc des chartes fonctionnelles avec tout le CD-ROM dessiné de manière fonctionnelle pour les informaticiens. Et ces documents-là, les gens de contenu ne comprenaient rien. Moi, je dessinais mes chartes fonctionnelles comme un architecte, donc les développeurs ne comprenaient pas tellement. Eux, ils voulaient des méthodes MCD, des méthodes Meurice, des machins, des trucs. Bon. Et à un moment, je me suis dit, attends, je vais prendre Photoshop, je vais faire l'interface, et là, tout le monde va comprendre comment va être le CD-ROM, le proto ou le site web, et il n'y aura plus de discussion, il n'y aura plus d'interprétation, il n'y aura plus de perte de temps. Et surtout, deuxième élément de la méthode, être le plus proche possible des développeurs. S'ils peuvent être ici avec moi, à côté, c'est encore mieux. Pas le bureau des développeurs, le bureau des designers, c'est tout le monde ensemble. Et chez Montparnasse, on arrivait à faire des CD-ROM en 6 mois, quand les petits copains mettaient plutôt 1 an et demi. Donc la méthode, elle avait du bon. Et on a continué à faire ça, et on considère l'interface comme un bloc de granit dans lequel on sculpte en temps réel, avec les interactions du boss, des gens... C'est ce qu'est en train de faire Jordi, là. Voilà, il est en train de sculpter avec un burin l'interface, sans aucune documentation technique, on clique sur le bouton, etc. Parce que tout le monde comprend exactement ce que c'est pour le soft, en l'occurrence c'est le soft de drone, et ça permet à tous de comprendre la même chose. Ça, c'est un gain de temps absolu. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est du flexible, c'est du scrum, c'est du truc, c'est du machin. Peut-être. C'est dans le sens du projet, de sa finalité, de ce à quoi il sert. Le scrum, c'est des petites sonnettes qui font que tu vas vite, tu cours vite, puis comme tu peux pas te concentrer longtemps parce que t'es jeune, on va te donner une récompense, et puis après le Scrum Master, il va remettre la queue de Mickey, puis on va refaire un tour de manège. C'est pas ça du tout. C'est plutôt une flexibilité dans la conception. C'est plutôt une pierre, un bloc de marbre qu'on sculpte au fur et à mesure, sachant qu'on a tous vu que c'était un buste d'homme avec un grand nez grec, etc. Et que tout le monde, avec ses différences, comprend la même chose. Ça, c'est important quand on fait de la conception avec des gens, une conception partagée. Ça, c'est vraiment une conviction qu'on a. Et puis, si les gens ne comprennent pas, on fait bien sûr des prototypes en permanence. Alors aujourd'hui, on est très aidé dans cette méthode. Il y a quelques années, on faisait tout dans Photoshop. Après, Photoshop a fait les groupes de cales, donc ça nous permettait de mieux gérer ce qu'on allumait, ce qu'on éteignait. Après, on a fait des scripts pour exporter dans Keynote, pour présenter nos interfaces. Puis aujourd'hui, on utilise des outils comme XD, Sketch, Figma, pour la conception ou les micro-protos. Parfois, on fait un peu de processing quand c'est des choses qui sont dans la nature du comportement d'un objet. S'il a un déplacement poétique, s'il a une gravité, tu peux pas le faire dans Figma, dans XD, etc. Donc, il faut faire un peu de code pour surprendre. Et puis, on intègre aussi la production pour avoir le package complet avec des choses comme Zeppelin pour pas passer des heures à documenter les couleurs, les trucs, les mains. On perdait un temps infini. Et en fait, alors que notre valeur ajoutée, elle est pas là. Notre valeur ajoutée, elle est vraiment dans la conception et dans l'intelligence qu'on met dans les choses, plutôt que de documenter le fait qu'un bout de GIF soit
Exatan ou Pantone-Tan ou Hervé Béton, alors qu'il suffit de mettre la pipette dessus pour l'avoir. Et Zeppelin fait tout ça, il fait le référencement de tout, donc c'est très très bien. J'adore parce que chez Montparnasse Multimédia, on se tapait tout à la main, le découpage. Et ça prenait 1 mois, parce que dans un CD-ROM, il y en a des bouts d'interface. Ça, c'est la méthode, très pratique. Et puis, surtout, l'intelligence de tous les gens qui sont ici, qui ont tous des doubles formations, graphistes et designers numériques, designers produits et designers numériques, designers produits et designers numériques, designers de mobilier et bientôt designers numériques, parce que le design, c'est un peu une école aussi. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici ont un potentiel, mais ils apprennent notre approche. Puis après, ils partent, et puis, pour certains, happés par l'automobile, qui nous prend plein de gens, mais c'est autant une boîte où on travaille qu'une boîte où on apprend. Le processus de création fait partie de la formation, finalement. Oui, puis du projet tout le temps. C'est-à-dire que si je fais un truc et que c'est pas bien, Jordi il me dira non, mais je suis pas d'accord. Et puis s'il fait un truc, je dis c'est pas bien, je dirais non, c'est pas bien. Mais on se donne des idées. Je parle de Jordi parce que historiquement, il est de cette super école à Amiens, mais il a une culture, on l'a vu là à l'instant, du bricolage, de la conception 3D. Bon, il s'y intéresse. Je ne vais pas lui dire non, Jordi, t'es le spécialiste des interfaces. On est tous universels ici. Et dans l'expo qu'on est en train de faire, tout le monde a le droit de dire sur tous les sujets. D'abord, on est une trop de petite boîte pour se spécialiser. Puis j'ai tellement souffert dans certaines boîtes où j'ai pu bosser de ce cloisonnement ridicule que ici, les designers sont respectés parce que dans une boîte de design, si on ne respecte pas les designers, il y a un problème, et que chacun peut dire ce qu'il a à dire quoi, dans la création. Et il y a une ouverture d'esprit sur le design général. Oui, je l'espère. Faudrait leur demander, mais je pense à Loïc. Loïc, il est arrivé sur une exposition pour une boîte qui faisait du caoutchouc, un chimiste. Ensuite, il a dessiné un logiciel audio pour l'automobile. Ensuite, il est devenu expert mondial des normes carbone pour faire des outils de mesure du CO2 pour un des plus gros industriels français. Alors, c'est pas qu'on nous a demandé de faire le logiciel, ça, on savait le faire. C'est qu'il nous a demandé tout l'environnement autour. Et notre job à nous, c'est d'apprendre à devenir spécialiste des problèmes qu'on nous pose. Et donc, on est devenu spécialiste des normes sur les gaz à effet de serre, enfin un truc ultra compliqué. Et là, il coordonne une expo sur le design du haut jusqu'en bas, parce qu'on n'est pas beaucoup ici. Donc, ça va de ce que disent les gens à le bois qu'il faut vernir pour l'expo et on est en retard. Bon, Angelo qui est pas là, c'est la même chose, plus le code, il code comme un malade. Donc, on essaye d'être universel et de s'adapter à un monde qui change tout le temps, de toute façon. Donc, on est toujours instable dans nos savoirs. On pourrait dire le design est instable parce que le monde est instable, donc tu peux pas t'appuyer dans tes certitudes. Si tu t'appuies sur l'état de l'art qui t'est appris quand t'es à l'école, l'état de l'art il va s'effondrer au bout de 3 ans. Alors en numérique, tous les ans ça change, imagine. Donc faut bien apprendre à se positionner en permanence. Faut apprendre à vivre en instabilité. C'est ça le design en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va passer à une dernière petite partie pour cette interview avec quelques questions rapides. Tu m'as parlé un peu des logiciels tout à l'heure. On s'est rencontrés grâce à Adobe avec le programme Adobe Insiders. Et j'aimerais bien savoir quelle est ta relation avec les outils de design. Est-ce que pour toi c'est très important ou c'est un peu secondaire dans le processus? Est-ce que tu es très papier ou uniquement numérique? Alors c'est une très bonne question. En France, dans les écoles, je vais caricaturer, mais dans les écoles publiques, le nombre de fois, et comme je suis un pionnier du numérique, le nombre de fois où j'ai entendu « oui, mais c'est qu'un outil ». Les gens comprenaient rien à ce qui se passait. On vit quand même une révolution industrielle significative, aussi importante que celle du pétrole et de l'électricité il y a 100 ans.
Donc, dans les écoles françaises, il était de bon ton de dire « mais ce n'est que des outils, le design reste le design ». Sauf que dans l'histoire des technologies, il n'y a pas une technologie qui n'ait pas créé ce qu'on appelle des déterministes, c'est-à-dire des modifications sur la manière dont les gens vivent. La voiture nous a projetés dans une autre relation au temps, le train nous a projetés dans une autre relation à l'espace, l'électricité nous a projetés dans une commodisation de l'énergie et nous a donné la lumière la nuit. Bon, ça a quand même un peu changé les maisons, l'architecture. Et ben, les outils numériques, c'est la même chose. Alors, il y a deux types d'outils. Il y a des outils qui enferment et il y a des outils qui libèrent. Un exemple que j'adore, Photoshop, c'est un peu les deux. Photoshop, tu peux tout faire avec lui. C'est une boîte à outils absolue. Mais la manière dont les gens utilisent Photoshop pour retoucher les gens dans la photo fait que c'est devenu un genre en soi, à la limite de la caricature. Ah, il a été photoshopé. C'est même devenu un adjectif. Et moi, je préfère la première utilisation de l'outil, c'est-à-dire l'outil générique qui permet de faire ce que tu as à faire. De manière totalement, non pas libre, parce que les contraintes sont très structurantes, mais qui te permet de ne pas subir ce que le fabricant du logiciel veut que tu fasses. Le flow. Alors voilà, dans les agences de pub, on travaille comme ça, donc tous les gens qui utilisent tel ou tel logiciel vont travailler comme dans les agences de pub. Non. Moi, je suis designer et je sculpte la façon dont j'utilise l'outil par rapport à ce que je veux faire. Et puis les outils, leur intérêt, c'est leur capacité à être détournés, c'est-à-dire à être contournés. Encore une fois, et c'est génial dans Photoshop, il y a 50 façons différentes de faire la même chose. Et puis il y a des choses qui sont faites pour des trucs et toi tu les utilises pour autre chose. Alors on dit oui, c'est pas comme ça qu'on utilise Photoshop. C'est pas grave, c'est génial. Pareil pour la 3D, quand tu n'arrives pas à faire un booléen dans Rhino, au bout d'un moment, tu prends des stratégies de détournement pas possibles pour y arriver, parce que tu te bats avec le logiciel, littéralement. Ou Roche, qui a été longtemps ici, qui est parti en Suède, il supportait plus la France. Ce logiciel est méchant avec moi, je vais me battre avec lui. Mais littéralement, il se battait avec. Et à la fin, il arrivait à des trucs assez incroyables. Donc les outils, c'est très important. Et on ne peut pas les nier. Il vaut mieux, comme disait Molinaggi au Bauhaus, être contre et avec la technologie que la nier. Non, mais il y a un technicien qui va faire l'image, moi je vais penser. Non, ça n'existe pas, ça. Surtout qu'un designer qui sait coder, qui sait séparer une image pour l'imprimer, qui sait faire de la 3D, qui sait scripter sa 3D pour la mettre dans After Effects pour faire un film un peu nouveau. C'est quoi ce métier? C'est un animateur? Pas tout à fait. On appelle ça motion designer. Mais non, c'est plutôt du graphisme en mouvement que du motion design. Ça veut dire la même chose, camarade. Oui, mais non, pas tout à fait. Parce que quand t'es graphiste, t'as une autre culture du mouvement. Alors c'est très subtil. Oui, t'es plus Maurice Binder dans le générique de film que de la gesticulation comme on voit partout parfois. Et les outils, c'est nos meilleurs amis et c'est nos pires ennemis. Alors, il y en a avec qui on a l'habitude de vivre, donc on les connaît, on les déteste et on les aime, mais on est fidèle. Et puis, il y en a, ils t'aiment plus, ils t'abandonnent. Je pense à Quark Express, qui a abandonné des gens, où il y a un nouvel étalon qui est arrivé et qui a remporté le gâteau. InDesign, pour pas le nommer. Mais c'est très important, les outils. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais fou, je prenais tout, je téléchargeais tout, je testais tout. Donc, j'ai une grande culture logicielle. Aujourd'hui, je me suis un peu calmé. Je suis le vieux ici, donc je me concentre un peu sur les trucs j'appelle whisky, c'est-à-dire les trucs forts que les jeunes n'aiment pas, mais que, bon, il faut être vieux pour comprendre, quoi. Mais j'en ai testé. C'est pour ça, aujourd'hui, quand on me dit no-code, on va faire des logiciels qui te permettent de pas coder et de faire les choses. Mais déjà, à l'époque de Director, Mtropolis, un logiciel totalement objet, avec des comportements, te permettait de programmer sur des sprites en déplaçant des bibliothèques de comportements. Bon, c'est rien de nouveau. Scratch au MIT. Et ça fait partie de l'histoire de l'informatique. Alors, oui, on va être frugal, on va faire no code, gna gna gna. Alors, comme il y a une histoire du design, il faut faire une histoire de l'informatique graphique. Parce que quand on arrive à faire marcher ces softs-là, ils sont d'une intelligence incroyable. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir MacPaint ou MacDraw. MacDraw qui est à la fois bitmap et à la fois vectoriel sur un Mac, genre Mac classique en noir et blanc, mais il y a tout.
Il y a tout. MacWrite, il y a tout. Aujourd'hui, on est moins... On a une puissance infinie avec les machines. On est toujours en full couleur, etc. Les CD-ROM, ils étaient en 256 couleurs. Il faut se rappeler avec des palettes spécifiques. Aller dans l'histoire des logiciels, ça permet de voir vraiment... ça permet d'avoir un espace de création hallucinant qui est hyper enrichissant pour faire des sites un peu radicaux ou des softwares un peu radicaux et tout. Parce que, comme dans le cinéma, en numérique, dans les 10 premières années, on a à peu près tout inventé. Puis tu travailles pas un outil que t'aimes pas. Alors donc, à un moment, faut choisir le tien. Parfois, tu le subis dans la 3D, il y a moins de richesse que dans le graphisme. Et dans les outils qu'on utilise, le design de ces outils est important. L'open source, c'est fantastique, mais le design dans les outils open source, c'est simple, il n'y en a pas. Donc, ou c'est une pâle copie de CorelDRAW, ça le fait pas. Donc, les outils qu'on aime, c'est des outils qui nous sont utiles, qui nous servent, qui sont une sorte de prolongement de nous-mêmes, et avec lequel on peut un peu biaiser. Parce que sans détournement, les outils sont pas des outils. Un marteau, on fait ce qu'on veut avec. Et les softs qu'on utilise, Lightroom, Photoshop, Freehand, Director, Rhino, on doit pouvoir l'utiliser pour autre chose. Keyshot pour les images de synthèse, qui est hallucinant de puissance. Ça, c'est important, vraiment. Et puis, c'est une source d'inspiration parce que le web devient très applicatif. Il y a beaucoup de projets qu'on fait qui sont des applications. Et donc, ces outils nous inspirent aussi parce que ce sont des outils de travail. Donc, quand on fait un web qui est un outil de travail lui-même, c'est toujours intéressant de voir comment font les grands champions du logiciel. Même si je trouve globalement que la qualité des outils qu'on utilise est moins bonne qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a fait des choix de développement multiplateforme en privilégiant... pour faire simple, Windows versus le Mac. Et quand on regarde un Illustrator 7 ou un Illustrator 5, qui était une magnifique version, qu'un copain à moi a fait, Philippe Caillou, les choses sont moins bien rangées, les fonctions sont moins claires. On sent qu'il y a plus de marketing que de conception. Les outils sont très orientés sur le flow, c'est-à-dire sur le processus global de travail, plutôt que sur le marteau, la pelle, le pioche. On te fait des machines clés en main qui te font tout. Alors ça fait vieux con de dire ça, mais ça te donne moins de liberté quelque part, je trouve. Le flow, faut pas confondre processus et outils, et ce qu'on veut d'abord, c'est des outils. C'est important, ça. On pourra voir comment ça va continuer d'évoluer les prochaines années. On va continuer avec la deuxième question rapide. Pour toi, quelles seraient les 3 qualités principales d'un bon designer à notre époque? Alors, une bonne culture générale. Donc les humanités, le français, un peu de philo au bac, un peu d'histoire, une bonne culture générale. Et ça vient de la curiosité, c'est-à-dire aimer la culture générale. Une passion artistique, émotionnelle, de création, d'expression. Et une capacité à bien ranger les choses, c'est-à-dire à raisonner correctement. Pour compenser la partie artistique. La partie artistique, c'est la folie. Et la raison, c'est pas l'ordre, c'est la raison, c'est-à-dire c'est le jugement pour faire les synthèses. L'architecture de l'art un peu libre, en fait. C'est pour architecturer exactement une énergie créative. Un designer, c'est à la fois quelqu'un qui est fou et c'est à la fois quelqu'un qui range bien. Enfin, fou, c'est-à-dire qui est créatif, mais c'est aussi quelqu'un qui range bien. Et dont le métier est de bien ranger les choses avec harmonie et élégance. Et puis comme il doit surprendre, la culture générale, ça lui permet de ne pas être simplement une main qui s'exprime. Moi je suis intelligent, j'ai fait Sciences Po, mais toi qui dessines bien, tu vas me faire mon dessin, tout ce que je te demande de faire. C'est aussi un auteur au sens quelqu'un qui pense par lui-même, qui fait des propositions pour améliorer le défi que l'entreprise a à résoudre. Donc ces 3 qualités-là sont importantes. Puis la dernière, on n'y peut rien, c'est qu'il faut du temps pour devenir designer. C'est-à-dire que à 20 ans, on a énormément d'énergie, de doute et de gourmandise du monde et d'inquiétude. Et on est un aimant à nouveauté.
Et la bascule dans transformer ça en énergie productive, ça arrive vers 25 ans. Là, on commence à être plus sûr de soi. L'adolescence est terminée. Et donc, il faut du temps, il faut de la maturité. On n'est pas... Oui, les jeunes, ils sont doués avec l'ordinateur, mais faire des dessins à 10 ans dans sa chambre avec Photoshop, c'est formidable. Ça remplace les maquettes d'avions du temps jadis. Mais devenir designer, c'est faire de sa passion, de son être, un métier. Donc, voilà. Avant le temps de la maturité, 24-25 ans. D'ailleurs, quand j'étais enseignant, tous les jeunes gens, filles et garçons, qui avaient eu le bac à 17 ans, et ils avaient un petit coup de mou dans les études, il y avait un petit break, un petit... et puis hop, la maturité reprenait le morceau, et voilà, à la sortie de l'école, tout était réglé, quoi. Parce que c'est physiologique, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est pas... j'empêche personne d'être designer à 23 ans, mais j'y crois pas une seconde, voilà. Parce que un homme, avec un grand H, le genre humain a besoin de temps pour penser les choses avec raison et énergie, parce que quand on est jeune, l'énergie, c'est un des éléments de la réponse et de sa valeur. Prendre le temps d'explorer et de découvrir. Oui, parce que on peut pas devenir designer en m'écoutant. On doit pratiquer, se tromper, réussir, se tromper, se dire j'aime pas ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est chiant, mais à la fin, c'est vraiment gratifiant parce que, ouais, ok, j'ai appris à régler des typos. Bon, à la fin, mais ça change tout. C'est tellement plus juste, c'est tellement plus élégant. Ah ouais, Fréchel, il arrête pas de dire qu'on n'a pas de sens de proportion. Pourtant, on fait le truc en 3D. Ouais, mais t'as pas d'échelle dans le sol 3D, donc capter les proportions, à un moment, il faut passer du temps sur la chose, il faut la faire à la main, une maquette. Et puis là, on commence à sentir, bah oui, une chaise, elle a une proportion qui sont dictées par le corps humain, par l'environnement, par les maisons. On peut jouer avec ça, mais pour jouer avec ça, c'est comme jouer avec une gamme de jazz. Il faut avoir l'habitude. Et ça prend du temps à apprendre. On peut pas te le transmettre directement. Qu'est-ce qui est le beau, qu'est-ce qui est pas le beau? Pourquoi ton projet est bon? Pourquoi ton projet est pas bon? Pourquoi ton projet est cohérent et pourquoi il n'est pas cohérent? C'est la cohérence qu'on juge beau, ça veut rien dire, mais il faut du temps pour apprendre ça. Pour bien équilibrer l'ensemble des réponses, pour être dans la quintessence de la purée, pour revenir à la métaphore culinaire, et pas juste être dans des pommes de terre écrasées avec un peu d'eau et du beurre. Alors ça, c'est pas la bonne purée. Ça, c'est la purée d'étudiant vite fait. Ah non, la purée... Et c'est 3 fois rien. Donc pour arriver à cette subtilité-là, il faut du temps. Mais c'est pas grave. Hein. Je veux dire, les années d'étudiant, c'est les meilleures. Donc voilà, tu passes 5 ans d'études, c'est les meilleures années de ta vie. Donc profites-en. Eh bien, merci beaucoup. C'est, je pense, très inspirant pour tous les auditeurs du podcast. On va arrêter cette interview ici. Je vais te laisser le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qui est-ce que tu invites à lire ton livre? Je te laisse le mot de la fin. On peut retrouver No Design sur nodesign.net pour voir les projets, sur le blog de No Design pour voir quelques articles que j'écris régulièrement sur des sujets qui me passionnent, qui sont toujours liés au design. Et puis j'invite tous les gens qui s'intéressent à la création, à l'innovation, au numérique, mais aussi au monde tel qu'il est, et un peu ce que nous avons oublié, la puissance des objets, la puissance de questionnement un peu plus profond, les réponses très pragmatiques pour faire les choses mieux. Tous les gens qui sont intéressés par quoi faire de sa vie, parce que ça peut aider des gens qui voudraient devenir designer, comment travailler autrement, comment nourrir ma pratique, comment remettre... parce que j'avais fait des études de design, aujourd'hui je suis dans le numérique, j'ai pas l'impression que c'est la même chose, comment remettre tout ça dans l'ordre. J'espère que ça peut les aider en tout cas. Enfin, j'ai mis 10 ans à le faire, donc je souhaite profondément que ça puisse aider des gens. C'est vraiment pour ça que c'est l'ambition de ce bouquin, c'est aider des gens à éclaircir les idées comme ça a éclairci les miennes au départ. Voilà. En tout cas, merci, c'était très agréable. Merci à toi, Jean-Louis. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour suivre les prochains épisodes de Parlons Design.
Un grand merci à Jean-Louis Fréchin d'avoir partagé toute sa passion pour le design avec nous. Le lien de son livre est disponible directement dans la description et il devrait très probablement vous intéresser. Encore un grand merci à Adobe, grâce à qui j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis et qui a organisé toute cette rencontre pour l'interview. C'est top, merci beaucoup Adobe. Et enfin, je vous invite, vous les auditeurs, à partager ce podcast autour de vous, à lui laisser une note sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis désormais, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode plus traditionnel de Parlons Design. Salut! Design. Parlons. Design.